la dénonciation que nous avons eu à faire la dernière fois de l'EPAM, de ces dirigeants et de leur volonté de vous imposer des prix exorbitants pour les boutiques, ça fait des vagues. Et donc, ne baissez pas la garde. Les dirigeants de l'EPAM, plus le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale, ne peuvent pas continuer par se faire de l'argent sur votre dos. Et chaque 3 mois, ils se partagent des primes de 25 millions, ils achètent des voitures de 30 millions, 40 millions, 40 millions. Et pendant que vous êtes contraint de payer des taxes, des impôts, des tickets tout le temps. Donc, organisez-vous et faites en sorte que, un instant, on règle le problème du ventilo. Organisez-vous pour que, ça c'est mon point de vue, hein, je le dis, ça peut fâcher des gens, que dans ce bâtiment central-là, il n'y ait pas d'expatriés qui rentrent dans ce bâtiment central. Miwedo debe asiwan ko tunamia amejuri ko ba confiance le fond. Togo to de ko la confiance le fond. Togo to de ko la confiance le fond. Amejuro de ko ba confiance le fond parce que on en a marre de tout ça. Que notre pays soit totalement au mains de ces gens, au détriment de nos mamans, de nos sœurs et tout ça. C'est à vous de jouer. Organisez-vous pour que soit prioritairement réservé à nos femmes, nos mamans, nos sœurs togolaises. Et s'il en reste, on peut les attribuer à d'autres personnes. Organisez-vous, c'est important. Organisez-vous. Miwedode. Et que bano tunami. Ne fiocé ko le funa. Wasuena togoto prioritairement. Amoko bagban les eaux. Et nous, il y a 2000, il y a de cela 13 ans. Donc, à vous, nous laisser bébé voilà son togo bino à son âme duro va togo viola vaya togo viola toi si ho togo viola mate pas et nous afficher là non asi ho là non yenu ame duro là non asi ho parce que quand ame duro aussi ce n'est pas normal et pas moi mais là dégager pas moi les fous et nous dirigeants de l'EPAM actuel on doit là non fonctionnaire on doit y fonction publique mais on doit là représentariat ils ont un seul représentant dans l'EPAM. Reprenez le contrôle de l'EPAM. Il faut que vous fassiez des délégations pour aller voir Fogna Sibé pour que vous repreniez le contrôle de l'EPAM. Et si le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale veut avoir un représentant de l'EPAM, ils peuvent l'avoir un représentant de l'EPAM, mais que l'EPAM soit géré par les commerçants eux-mêmes. C'est très important. Parce que avant qu'on ouvre les marchés, il y avait Ayélégan qui dirigeait le marché. À l'époque, les bons de carburant, c'était à 25 millions, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les bons de carburant que l'EPAM fabrique pour se partager entre eux à 62 millions. Vous imaginez? Il y a de cela 10 ans ou 13 ans, les bons de carburant que l'EPAM fabriquait, puisqu'on prend l'argent dans les caisses de l'EPAM pour commander les bons de carburant pour les fonctionnaires de l'EPAM. Au temps de Mme Ayélégan, c'était 25 millions. Aujourd'hui, ils sont à 62 millions de bons de carburant. C'est un réseau de détournement de l'argent. Ils font les bons de carburant pour se partager l'argent entre eux. Donc, on donne les bons de carburant à tout le monde, même les gens qui n'interviennent pas dans le marché, des frères, des cousins, des gens qui sont dans la police, des ministres et tout ça. On vient chercher l'argent à l'EPAM. Et la dernière fois, quand des fonctionnaires du ministère de l'administration territoriale devaient partir à la retraite, il y a un commissaire qui est connu à Lomé qui s'appelle Fondoli. Ils ont organisé une fête au ministère de l'administration territoriale pour dire au revoir à ces retraités. C'est dans les caisses de l'EPAM qu'ils ont puisé l'argent. Et c'est normal. Le ministère de l'administration territoriale n'a-t-il pas d'argent pour organiser le départ de ces fonctionnaires à la retraite? C'est dans les caisses de l'EPAM qui sont venus chercher de l'argent pour organiser la fête de départ des cadres du ministère de l'administration territoriale. C'est pas normal. Donc, je voulais commencer le live par ce sujet du grand marché. Mais je pense que vous devez faire tout pour que Fiosé Bukutoa et attribuer la Togoto prioritairement, les Bakotoa, au Tessona et à Mejuro. Alors, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu des nominations hier. Je pense à pareil moment où il y a eu des nominations au niveau de la hiérarchie de l'armée. Il y a eu des nominations. Les gens se plaignent. Le bruit du ventilo. Oui, j'ai essayé de régler ça. Est-ce que ça continue le ventilo? Je pense que ça va. Ça continue. Oui, on éteint le ventilo. Je peux avoir chaud, il n'y a pas de problème. Donc, il y a eu des nominations, notamment la nomination d'un nouveau chef d'état-major en la personne du colonel devenu général Tchakwele, Akleso, je pense comme ça il s'appelle. Donc, l'ancien chef d'état-major, le général Alahare, je pense, a été remercié.
Et bon, voilà, c'est quelqu'un qui a passé 2 ans. On va voir combien de temps il a passé à la tête de l'armée. Je pense que c'est 2 ans. La moyenne aujourd'hui de vie des chefs d'état-major sous Faure Gnassingbé, c'est 2 ans. Certains ont fait même 1 an et demi. Et donc, il a fait 2 ans. Et il semblerait qu'il était trop un peu porté vers l'alcool et que de temps en temps, il a des soucis de santé, tantôt hospitalisé à Dr Lafia, tout ça. Donc, Faure Gnassingbé s'est débarrassé de lui. Donc, beaucoup de gens disent qu'il était trop dans l'alcool. C'est ce qui se dit à l'état-major, dans les casernes, qu'il est un peu porté vers l'alcool. Bon, parfois, ça arrive. Hein. Donc, donc il a procédé à la nomination de Tchakbele. Alors, c'est qui le colonel Tchakbele? Le colonel Tchakbele, c'était le DG de l'ANR précédemment. Il y a cela 3 ans et demi, c'est lui qui avait lancé une chasse à l'homme contre nous, contre ma personne, et celle de mes 2 collaborateurs, Eric Gato et puis Isidore. Et je me rappelle que c'était le 4 mars, ou c'est pas, oui, le 4 mars, quand je partais pour rentrer au Bénin, pour prendre mon vol, pour arriver en France, et ces éléments nous ont suivis jusqu'à Pougan, et on a failli se bagarrer avec ces éléments qui étaient en civil. On s'est arrêté quelque part, ils sont arrivés, ça a failli dégénérer en coup de poing. Et l'élément qu'on avait ceinturé, les autres étaient en arrière, mais celui qu'on avait ceinturé avec notre véhicule voulait tenter de nier qu'il ne nous suivait pas, alors qu'il nous suivait depuis Asidou Gomé jusqu'à Pougan. Et nous, on l'avait remarqué depuis. Et après, vous savez ce qui s'est passé quand il a été arrêté à la frontière, amené à Manu Militari à la gendarmerie. Et il y a eu parce que c'est un officier très méchant, Tchakbele à Clesson, très méchant, et c'est eux qui ont commis pas mal de bavures à l'ANR. Après le départ de Massina, ils ont continué les mêmes pratiques. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Tous ceux qui sont passés à l'ANR, certains sont décédés, notamment il y a ce colonel qu'on a enterré il y a 1 mois, Ali Kodio, il a été torturé à l'ANR. C'est des hommes de confiance de M. Faure Gnassingbé qui sont énormément enrichis à travers des activités peu recommandables, des saisies des véhicules de luxe au port et tout ça, des véhicules qui sont à leur domicile. Bizarrement, lui-même, maintenant qu'il a été nommé chef d'état-major, j'espère qu'il va rester au bureau, parce que même à l'ANR, il ne restait pas au bureau, il était juste sous les arbres, où il se promène dans la brousse pour faire des gris-gris, aller voir des gens. Même à la maison, il dormait peu chez lui. Il était toujours un type bizarre. Donc maintenant qu'on l'a nommé chef d'état-major et qu'on le sort de l'ombre pour la lumière, peut-être que ce n'est pas forcément une promotion, parce que si tu es chef de renseignement et qu'on te sort et que tu as toutes les informations, c'est toi qui as toutes les informations qui passent par toi pour arriver au patron, et qu'on te sort et que on expose ta face visible et que tu vas dans un bureau, peut-être que tu as la porte de sortie. Bon, c'est une analyse à géométrie variable que chacun peut faire, mais de mon point de vue, quand on est chef de renseignement et qu'on a les premières informations, on est beaucoup plus indispensable que quand on est chef d'état-major. Bon, bref, ça c'est une analyse que chacun peut faire. Et donc c'était quelqu'un d'assez assez bizarre. Et il avait voulu que la gendarmerie nous garde jusqu'à ce qu'on aille à ce procès 1 semaine plus tard que ADD nous avait collé. Et malheureusement, ou heureusement, c'est le bon Dieu, il ne s'est pas entendu avec les gendarmes parce que c'est 2 corps différents. Il donnait des ordres aux gendarmes qui ne voulaient pas respecter. Les gendarmes disaient qu'ils n'avaient aucun droit de me garder parce que je n'étais pas en infraction. C'est pas parce que j'avais un procès dans 1 semaine qu'il fallait me garder. Donc il faut que j'aille chez moi pour revenir au procès dans quelques jours. Et c'est dans cette incompréhension-là que moi j'ai dû partir, parce que quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait les gars de la ANR qui entouraient ma maison. Donc Tchakbele n'était pas prêt de me lâcher. Et puis après, il y a Eric qui a été arrêté. Je vous avais dit comment il a été kidnappé, torturé, tout ça, lui, du côté du SCRIC. Bon, bref. Donc c'est lui qui prend aujourd'hui le commandement de l'armée. Et ensuite, il y a le colonel Akapo qui avait fait le SRI, qui s'était déjà très mal comporté au SRI. C'est en son temps que des gens comme Etienne Yakanou ont trouvé la mort au SRI, avec toutes les répressions des manifestations par la gendarmerie à l'époque. On l'appelait capitaine Akakbo, c'était un capitaine de triste réputation. Il a disparu entre-temps, il est monté en grade, il a rebondi comme directeur général des renseignements militaires, donc à l'état-major. Et là, Faure le ramène comme DG de l'ANR, et il le fait seconder par un certain Samarou Essowe. Et ce Samarou Essowe, c'est un civil, c'est pas un militaire, c'est un civil qui exerçait jusqu'à présent à la présidence sur la table d'écoute. Ce Samarou Essowe, il fait partie de ceux qui contrôlaient la table d'écoute, donc les écoutes téléphoniques et tout ça. C'est lui qui gérait la table d'écoute, et donc ils l'ont flanqué comme adjoint à Capo.
Et donc, qu'est-ce que ces nominations nous inspirent? On sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment en rond. Et ce que moi je voulais dire à ces militaires, c'est que Faure Gnassingbé, qui a procédé hier à votre nomination, est une autorité illégale, selon les dernières décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc, sa nomination, c'est quelqu'un qui incarne un gouvernement de fait, un pouvoir de fait. Donc, si on doit s'en tenir à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, Faure, aujourd'hui, Gnassingbé n'a aucune autorité de nommer qui que ce soit. Maintenant, il vous a nommé, mais sachez que c'est en toute illégalité, parce que son régime est illégal et illégitime. Si vous commettez des actes attentatoire à l'intégrité physique des Togolais pendant votre mandat là, vous serez poursuivi doublement. Parce que pour les actes que vous avez commis, mais doublement parce que vous exercez une autorité qui vient de quelqu'un qui vous a nommé qui est illégal. C'est ça, de façon factuelle. C'est ça la réalité. Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de légitimité, qui est dans l'illégalité. Il incarne un pouvoir de fait. Donc, il nomme les autorités militaires alors qu'il n'a plus de légitimité. Si vous prévalez de ces nominations à ces postes-là pour demain tuer, faire du mal aux Togolais, vous serez doublement recherché, puni par la loi parce que les Togolais auront toute la latitude de vous poursuivre devant les tribunaux internationaux et tout. Donc, c'était important de vous le rappeler parce que ces nominations participent à la consolidation d'un pouvoir illégitime et illégal. Et nul n'a le droit de répondre à un ordre qui vient d'une autorité illégale. C'est comme ça que vous devez raisonner. Mais si vous ne voulez pas vous en tenir, mais vous voulez exercer ces fonctions-là, si demain on constate que vous avez commis des impairs pendant votre fonction, vous serez doublement pénalisé. Donc voilà ce que je voulais rappeler par rapport à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Maintenant, on va parler de ce pourquoi je suis là. L'arrestation de ces deux ressortissants français. Vous avez regardé un peu l'émission, pour ceux qui ont pris l'émission en vol, je vous ai dit de regarder Les Routes Impossibles. Vous avez vu? Vous avez vu Les Routes Impossibles? Vous avez vu ça? Ok. Alors, ce sont les réalisateurs de ce documentaire, Les Routes Impossibles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça, c'est sur notre page YouTube, une de leurs captures d'écran. Alors, il se fait que depuis mercredi soir, on était au courant de l'information, mais on n'avait pas les détails pour en parler dans le live de dimanche. Depuis mercredi soir, on a eu vent de ce que deux ressortissants français, journalistes, professionnels d'ailleurs, ont été arrêtés dans la région septentrionale, au Togo, par les autorités togolaises qui les ont ramenés à Lomé pour les soumettre à des interrogatoires. Et ces journalistes-là, dès qu'ils ont été arrêtés, on a commencé par vouloir monter tout un scénario autour d'eux. On a commencé par parler d'espionnage, de ci ou de ça. Et je crois que l'ambassadeur est déjà parti, je pense, et sa mission est terminée. Donc l'ambassade à Lomé, en tout cas ceux qui sont là-bas, ont dû interpeller les autorités togolaises qui ont répondu que non, ils essaient de gérer, c'est une affaire, c'est une question de routine, c'est en train d'être géré. Mais en même temps, pendant qu'ils rassuraient l'ambassade, Faure Gnassingbé donnait des consignes à Djourouvi, mercredi déjà, de ne céder à aucune pression, de les garder et de donner même des instructions au procureur pour les inculper. Et ils vont essayer de les utiliser comme monnaie d'échange avec la France, faire du chantage à la France pour que la France enfin leur livre Ferdinand été. Et donc, évidemment, naïvement, les autorités, je pense, de l'ambassade n'ont pas voulu communiquer sur l'arrestation, alors que déjà nous on était au courant. Et on a suivi tout ça. Jusqu'à hier, à la surprise générale, ces deux journalistes ont été présentés au parquet auprès du troisième substitut du procureur, M. Chouatre, qui les a écoutés et puis après qui les a renvoyés au quatrième cabinet d'instruction, qui les a inculpés et qui les a placés sous mandat de dépôt. Ils étaient accompagnés de leur avocat, maître Martial Akapo. Alors, qui sont ces gens-là? Je vous ai dit de regarder un peu les routes impossibles. C'est des journalistes d'une maison de production qu'on appelle Tommy Committee et qui font de la production pour France 5 et parfois Arte. C'est des gens qui parcourent le monde, qui ont fait partout dans le monde de grandes émissions. C'est des émissions de très, très, très grandes écoutes. Parfois, sur certaines chaînes, ils ont parfois 900 000 personnes qui écoutent en audience. C'est des gens qui ont fait tous les pays, sans aucun problème, tous les pays du monde, la Chine, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Amérique latine, la Bolivie, plusieurs pays africains,
Donc, ils font des reportages sur la vie et tout ça. Ils vont découvrir de nouvelles cultures. Voilà. Vous allez taper, vous allez voir les routes de l'impossible. C'est ça l'émission qu'ils font. Donc, ils font ces émissions-là, ces reportages-là. C'est des documentaires qu'ils font et qu'ils revendent à France 5. Et donc, ces gens-là sont arrivés au Togo en toute légalité. Ils sont arrivés au Togo, ils ne sont pas rentrés au Togo comme des contrebandiers. Ils ont fait des demandes de visa, les visas leur ont été accordés. Ils sont arrivés au Togo par l'aéroport avec tout leur matos, le matériel, les appareils photo, les drones et tout ça. Et je rappelle qu'à l'aéroport international de Lomé, il y a les gens de l'ANR, les gens de la douane, qui contrôlent tout ce qui rentre dans le pays, notamment quand il s'agit des matériels sensibles comme les drones, les appareils photo, tout ça. Moi-même, il y a cela 6 ans, on avait commandé un drone pour notre rédaction, on avait eu des difficultés à le sortir de l'aéroport. Donc, c'est des matériels qui est très, très, très contrôlé parce que les drones, c'est à la fois un matériel de production, mais c'est aussi un matériel de reportage plutôt, mais c'est aussi un matériel de guerre. Donc, dans tous les pays, les drones qui rentrent sont très, 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 très contrôlés strictement. Donc, c'est des gens qui sont arrivés naturellement au Togo avec leur visa et qui sont allés pour aller faire ce reportage-là. Ça veut dire que leur arrivée, leur présence sur le territoire togolais était à la connaissance de nos autorités et ils savaient pourquoi ils étaient là. Et subitement, ils se sont dit, mais ces gens-là, on pourrait les arrêter pour en faire, on va les prendre en otage pour en faire, c'est pas des trucs de chantage. Parce que Faure avait attrapé, quand il y avait les événements, il y a cela 1 an avec les manifestations, Faure avait attrapé Steve Rouillard. Et Steve Rouillard même l'a dit qu'on voulait le changer contre nous, Zakabambo et moi, mais que la France n'a pas cédé. Donc, il faudra garder longtemps Steve Rouillard. Et il s'est rendu compte que, bon, c'est un Français, mais c'est un Français, voilà. Et les Steve Rouillard avait gardé le Lomikakaka, et les Djibé Association d'Olinu, et sur le chantage, il y a Français, et va et Français, il voit, Français, Guadeloupéen, et il vaut moins laisser mes boys. Donc, il vaut les mineurs. Donc, il voit les mineurs avec, et va t'y connaître, il va t'assister, vous voyez, parce que va quoi, il voit, bon, français, il voit mes boys, quoi, il voit les maillots, français noir, donc il voit les maillots. Puis, il va quoi, il aller au vent tonton. C'est parce qu'il est à mes beaux français, il voit, sommissionnaire. Donc, il va aller au vent tonton. Donc, il est allé au vent tonton, il est au vent tonton, parce que c'est quoi. Voilà la chimie. Donc, c'est vraiment les arrêts mener si vous regardez en passion. Donc, il s'est dit que bon, maintenant il va attraper vrai français. Donc, il a attrapé les deux là. Et il dit à Adjouvi, puisque c'est Adjouvi et Matchouba qui l'utilisent dans ces genres de dossiers. Les deux là, c'est des gens très dangereux. Adjouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat. Et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Adjouvi, toi, tu es français. Tu as des papiers français. Tu as la nationalité française. Tu as été maire adjoint en France. Tu as été avocat en France. Et tu participes à un kidnapping des citoyens français. Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter demain? Aujourd'hui, tu es ministre de la Justice au Togo. Et c'est toi, Adjouvi, qui se rend complice d'une prise d'otage de citoyens français au Togo. Alors que toi aussi, tu es français. Tu sais ce que ça va te coûter demain? Tu ne sais pas encore. Il faut continuer. Parce que ce dossier-là, il est totalement vide. Puisque le dossier est vide, ils ont fouillé, ils ont commencé par dire que c'est de l'espionnage. Donc, ils ont fouillé le matériel de ces gens-là, ils n'ont rien trouvé. Les gars, ils étaient dans un reportage normal. Ils n'ont rien trouvé d'intéressant, de compromettant, tout ça. Ils ont regardé les drones et tout ça, il n'y a rien. C'est là, à ce moment-là qu'ils ont abandonné la piste de l'espionnage. Et comme ils tenaient par tous les moyens à les garder, à les inculper pour en faire un objet de chantage vis-à-vis de la France, ils ont dit, bon, que le visa qu'ils ont sollicité avant d'arriver en France n'est pas conforme au travail qu'ils sont venus faire. Qu'ils ont rempli la rubrique de visa tourisme. Normalement, ils devaient cocher la rubrique de visa affaires. Et c'est pour ça qu'ils les gardent. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé est devenu un preneur d'otages. Il est tellement aujourd'hui paranoïaque parce qu'il voit le mal partout. Il est préoccupé, il est dépressif, il voit le danger partout. Il change les militaires à tout moment. Quand il entend un petit bruit, peut-être demain il va même changer le gouvernement. Je parie qu'il va encore changer le gouvernement parce qu'il soupçonne tout le monde. C'est comme ça que les régimes de ce genre se terminent. Hein. C'est des indicateurs d'un désespoir. C'est des indicateurs d'un régime qui est de plus en plus en difficulté. Vous savez comment? Vous savez les signes de la fin d'un règne autoritaire. Les indices de la fin d'un règne autoritaire, c'est d'abord l'isolement du dictateur. L'isolement vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de ses collègues. Aujourd'hui, Faure, il remplit cette case-là. Faure, aujourd'hui, il est l'homme le plus isolé parmi les Togolais.
On a vu la dernière fois à Kara, chez lui, tout le matériel qu'il a déployé pour faire les évalas. Même quand il salue quelqu'un, il y a un hélicoptère qui n'est pas très loin qui regarde. Donc c'est un homme qui est isolé dans son peuple, au cœur de son peuple. Donc à l'intérieur du pays, c'est un homme totalement isolé. Il remplit cette case-là. Il est isolé vis-à-vis de ses collègues. Aujourd'hui, plus personne dans la région ne considère Faure Gnassingbé. Personne ne le visite, personne ne le regarde. Parce qu'il a créé des problèmes partout. Il a mis les pieds dans les plats partout. Personne ne le regarde. Même ceux qui étaient vraiment ses compagnons d'avant, tout le monde le regarde de loin comme une curiosité. Et donc, personne ne lui rend visite, personne ne le regarde. Donc, il est isolé de l'intérieur du pays. Il est isolé à l'extérieur. À l'extérieur, personne ne le considère, personne ne le calcule. Donc, il coche cette case, il coche aussi cette case-là. Et donc, il coche ces deux cases-là. La case de l'isolement de l'intérieur et la case de l'isolement de l'extérieur. Ça, c'est visible, tout le monde peut apprécier. Ensuite, il est paranoïaque. Il coche aussi cette case de la paranoïa. Il soupçonne tout le monde. Il soupçonne son entourage, ses proches, les militaires, les ministres, les gens qui sont dans le gouvernement. Comme le syndrome de Judas, il ne sait pas qui va le lâcher. Donc, il soupçonne tout le monde. Ça, cette case aussi de paranoïa, il la coche. Donc, paranoïa est aiguë, il la coche. Il coche aussi une autre case. Quand il y a des signes de fin de règne, le dictateur se replie sur les extrémistes de son pouvoir. Et donc, parfois, c'est un repli identitaire. Aujourd'hui, en parcourant ce qu'il a nommé au niveau de l'armée, on voit bien que sur toute cette liste-là, la plupart sont des gens qui sont de sa communauté et beaucoup plus des gens qui font des mauvaises choses. Donc, il y a un repli identitaire, un repli vers les extrémistes du régime, les faucons du régime. Donc, troisième case, il coche aussi cette case-là, la case du repli. Ensuite, la case de l'abandon du pays. Aujourd'hui, le Togo est un pays qui est en train de se délicter. Rien ne marche au Togo aujourd'hui. Le pays ressemble à une poubelle à ciel ouvert, comme s'il n'y avait aucun capitaine à bord. Aucun chantier n'est arrivé à terme. Les petites rues dans les quartiers qu'ils ont lancés, ils ont tout abandonné, comme s'il n'y avait pas de chef. Lomé ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Donc, les petits chantiers même, ils n'arrivent pas à les terminer. Les ordures sont partout. Donc, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est des petits rafistolages. Donc, ils cochent aussi cette case d'un pays qui est à l'abandon. Vous voyez, même le gouvernement, on ne sait pas s'il y a un chef à bord, personne n'arrive à prendre les bonnes décisions, les ministres sont là, vadrouiller, à recevoir des gens insignifiants dans leur bureau, à faire des vidéos et tout ça. Donc, on sent qu'il n'y a plus d'efficacité gouvernementale, il n'y a rien, donc il n'y a aucun projet, donc il est là. Parfois, il sort, il balance quelques communiqués de conseil des ministres, mais il n'y a aucun impact sur les populations. Donc, cette case de délitement du pays aussi, il la coche. Il coche aussi la case des entreprises qui se meurent la dette. Aujourd'hui, la dette intérieure, elle est tellement énorme que toutes les entreprises togolaises sont en difficulté. Il n'y a pas d'argent au trésor pour payer les entrepreneurs. Il coche aussi cette case-là. Il coche aussi la case de la dette extérieure qui plombe tout autre projet pour le pays. Et après, c'est les dérives autoritaires. Donc, les arrestations, la méchanceté, les gens qu'on jette à prison, la volonté d'aller faire du mal aux gens. Et donc, il coche toutes ces cases-là. Ce sont des indicateurs assez précis d'une fin de règne, d'un délictisme même du système. Et la plupart même de ceux qui sont dans le système aujourd'hui n'y croient plus. Les gens essaient de mettre leurs enfants à l'abri. Il y a des gens qui ont pris toutes les mesures pour que leurs enfants ne se mêlent même pas de ce régime. Est-ce que vous avez vu depuis un enfant d'un seul baron aller sur TikTok pour soutenir le régime? Un enfant d'un seul baron? Aucun. Parce que les parents savent comment ça va finir. Donc, ils préservent leurs enfants. Aucun des enfants d'un baron, même autant des Yadema, il y avait au moins les enfants de quelques barons, y compris même des Yadema, qui venaient prendre des positions pour soutenir le régime. Mais aujourd'hui, avec Faure Gnassingbé, personne, aucun enfant d'un baron ne prend la parole pour soutenir le régime, parce qu'ils savent comment ça va finir. Et donc, c'est dans cette ambiance-là de paranoïa aiguë, de quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fait du pays, qu'il voit le mal partout. Donc, en voyant le mal de partout, il se dit, comme il est un enfant gâté, que tout ce qu'il va demander aux gens, on va lui donner. Puisqu'il a grandi dans cette ambiance-là, c'est un enfant gâté, tout ce qu'il demandait à ses parents, on lui donnait. Ah, il veut manger du pain, on lui donne. Il veut manger du caviar, on lui donne. Il veut manger ceci, on lui donne. Donc, on ne lui refusait jamais rien. Donc, dans sa mentalité, il a le droit de vie et de mort sur tous les Togolais. Donc, s'il demande à la France de lui livrer Ferdinand, la France va lui livrer Ferdinand facilement. Et il prend 2 Français contre Ferdinand. Donc, Ferdinand est si cher. Donc, il prend 2 Français, mais pas un seul. Il prend 2 Français pour demander en retour qu'on le livre Ferdinand. Je ne sais pas ce qu'il fume là-bas à Lomé avec ses collaborateurs, mais je ne sais pas, parce qu'ils sont en train de se ridiculiser. Ils sont en train plutôt de dire que ce que nous faisons ici, à 6000 km du Togo, ça a un impact terrible sur le pays. Il est en train de créditer le travail que nous faisons en s'acharnant sur nous tous les jours. Parce que depuis qu'ils sont venus ici réclamer notre tête pendant les manifestations d'un an, ils n'ont pas arrêté. Ils envoyaient toujours des délégations. Il y a cela 2 jours, le 16 août, Jeune Afrique a écrit un article dans lequel Jeune Afrique a dit qu'il a délégué la question de Ferdinand spécialement à Djourouvi et à l'ambassadeur Agadazi auprès de la France pour qu'ils puissent convaincre la France de lâcher Ferdinand. Donc, ça veut dire que le travail qu'on fait là,
Les lives qu'on fait, les explications qu'on donne au peuple togolais, les désorientent, les désorganisent. J'ai appris aujourd'hui qu'il dit aux gens que on est en train de le ridiculiser, il n'a plus de poids devant ses pairs, personne ne le considère, et que cette machine de démolition doit s'arrêter. Il faut faire tout pour m'atteindre. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez constater que ces derniers temps, ils ont financé beaucoup de gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas constaté qu'ils ont lancé une armée d'individus, des gens même qui ne parlaient même pas de moi avant, qui m'attaquent violemment ces derniers temps. C'est des gens qui ont été payés pour ça, en fait. Ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire, ils essayent de mettre dans l'opinion un certain nombre d'informations, de m'attaquer violemment, de dire ci, de dire ça. Et puis, de l'autre côté, ils ont la stratégie diplomatique, celle d'essayer de voir s'ils peuvent convaincre la France et tout ça. Donc, tous ces gens-là, ils travaillent en harmonie. C'est des gens qui sont payés par le système pour s'attaquer à celui que le système prend aujourd'hui comme la menace principale pour le régime. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, pour eux, ça n'ira nulle part. Ça ne l'annule pas pour plusieurs raisons. Pour la simple raison que, la première raison, c'est que nous, on s'en fout de tout ça. Nous, on est psychologiquement blindés depuis des années. On s'en fout de tout ça. On s'en fout absolument de tout ça. On n'a rien à cirer. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Tant que nous, on allume notre live, on viendra dire ce que nous pensons du régime. Donc, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ça n'aboutira absolument à rien. Ça n'aboutira à rien du tout. Rien du tout. Parce que personne ne peut même, aucun individu intelligent ne peut même croire aux bêtises qu'ils sont en train de raconter. Rien du tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'ils sont en train de faire avec les Français, tout ça là. Je pense que s'il y a des gens intelligents auprès de Faure Gnassingbé, ils devraient lui dire que ce que tu fais là, ça n'aboutira à rien du tout. Si vous avez un dossier sur Ferdinand Haïté, venez saisir la justice française. Et pourquoi on en parle? Si vous avez un dossier que vous avez constitué sur Ferdinand Haïté, parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a commis des actes attentatoires à la République, vous venez en France, vous saisissez les tribunaux. Et puis moi, je me présente, on en discute. Et puis si la France décide, ou la communauté qui me protège, c'est les Nations Unies, décide de lever la protection et me remettre, ils vont le faire. Mais venir comme ça, ou bien attraper les gens, vous êtes devenus des preneurs d'otages. C'est quand même dangereux. C'est une méthode de voyous. Vous êtes devenus des preneurs d'otages. Vous arrêtez les gens et vous faites du chantage. Où est-ce que vous avez vu des choses comme ça? Vous attrapez les gens. À force de lire les livres, les SAS, tout ça, ça vous tourne la tête. Vous attrapez des gens, d'honnêtes gens qui viennent, que vous avez autorisé à rentrer sur le territoire togolais. Si ces journalistes-là étaient des espions, pourquoi vous les avez laissés rentrer sur le territoire? Vous leur avez accordé le visa. Ils sont rentrés avec leur matériel, vous ne les avez pas arrêtés à l'aéroport. Ils sont allés jusqu'au nord pour tourner. Vous n'avez rien vu de compromettant dans leur vidéo. Maintenant, vous parlez d'un truc de visa, qu'ils ont fait des faux témoignages parce qu'ils devaient faire un visa à faire, ils ont fait un visa touriste. Où est le problème? Et c'est ça que vous voulez, c'est avec ça que vous voulez jouer pour demander à un pays de livrer un journaliste qui est mondialement connu, qui a été primé de partout. Je viens de terminer d'ailleurs un projet, voilà, je viens de terminer un projet avec le Quai d'Orsay. Et puis, il y a mes autres collègues aussi qui sont déjà partants pour un autre projet. Ça ne va pas dans votre tête. Vous ne savez pas que quand je fais mes lives, les Français sont là aussi suivre, les renseignements sont là suivre. Ils savent que je ne fais rien de mauvais. Je ne fais que mon travail de journaliste. Et il y a plein de gens, des journalistes et parfois même des activistes qui sont en France ici, qui bombardent leur régime tous les jours. Rémi Ngono, vous connaissez? Rémi Ngono, vous connaissez? Vous savez ce que Rémi Ngono fait avec le pouvoir de Biya? Vous avez vu quelqu'un l'a touché? Vous avez vu, depuis un mois, il y a un officier de renseignement camerounais qui est ici, qui balance les secrets d'État. Il s'appelle Capitaine Efoudou. Comment appelle-t-on? Le Cameroun a dépêché des gens, on les a retournés. Vous avez vu les activistes gabonais qui sont ici. Vous avez vu les activistes ivoiriens. Vous connaissez les relations privilégiées entre la Côte d'Ivoire et la France. Ouattara s'est plaint partout. On lui a dit la France est un pays de droits de l'homme. Si vous avez un problème, allez saisir la justice. Et donc, vous, le peu d'argent que vous avez, au lieu d'aller donner de l'eau à l'hôpital d'Atakpamé là-bas pour soulager les populations, au lieu d'aller donner de l'eau à l'hôpital d'Agné ou de Kouniou, vous prenez l'argent et vous voulez dépenser l'argent. Vous faites de l'escroquerie.